Bien, donc, ce sujet qui comporte un point d'interrogation, une commune ou 20 communes. Évidemment, je pourrais commencer par présenter la situation dans les 20 arrondissements, l'un après l'autre. Ce serait extrêmement fastidieux, même si, et ce que je montrerai, il est clair que la situation, par beaucoup d'aspects, est extrêmement différente d'un arrondissement à l'autre, même parfois lorsque il y a une très grande proximité sociale, sociologique, comme vous voulez, entre deux arrondissements. Alors, on l'a vu déjà avec l'exposé de Michel, par exemple, évident que la question sociale crée une géographie politique qui oppose classiquement l'Ouest et l'Est, pour simplifier au maximum. Mais on a déjà vu des études comme celle de Ian Chadwick qui montraient qu'à l'intérieur d'arrondissements, ou entre deux arrondissements, il y avait des différences sensibles. Alors on peut faire des tas de grilles, par exemple la grille centre-périphérie, et opposer des typologies d'arrondissement de la périphérie, quelle que soit leur orientation socio-professionnelle, le 16e lié au 20e par exemple, comme un arrondissement de périphérie, s'opposant à des arrondissements du centre, le premier bourgeois, le troisième très populaire, largement populaire encore à l'époque. On peut aussi placer nos arrondissements entre la rive droite et la rive gauche qui ont des modes politiques, sociaux, culturels extrêmement différents. On peut classer nos arrondissements en termes de proximité du front, tu l'as dit, très très important, et la situation des arrondissements en proximité du front, c'est-à-dire les arrondissements du sud et l'ouest, les plus périphériques, est radicalement différente dans la vie quotidienne des arrondissements qui se situent au nord et à l'est de Paris. En ce sens, le 20e est infiniment moins militaire que ne l'est le 16e, et c'est quelque chose d'extrêmement important lorsque l'on voit la vie quotidienne au niveau des bombardements, de toute une série de pratiques sociales. Voilà, donc on pourrait multiplier en plus les critères politiques, les personnalités, les processus au jour le jour qui différencient chaque arrondissement. Alors, ça renvoie donc à une multiplicité d'interrogations politiques, sociales, sur le déroulement de la commune dans ces arrondissements, et c'est extrêmement complexe de répondre à cette question. Alors, je partirai de cas très concrets, assez simples, sur des aspects très différents, pour poser un peu les types de différences. Je ferai ensuite une deuxième partie qui sera beaucoup plus politique, parce qu'on ne peut pas que partir de la base et de la vie sociale, mais ce qui se passe au niveau des décisions politiques de la commune et des débats joue, en rappelant d'ailleurs qu'il y a déjà une structure politique, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir, antérieure à la commune, avec la présence de maires élus. Et je terminerai en donnant, parce que l'historien ne doit pas rester que à l'émiettement, quelques éléments d'un début de démarche typologique, mais cette démarche typologique est encore en cours. Donc, premier point, quelques éléments, 3 éléments pour montrer des diversités. Certaines seront vite expliquées, ce que je veux dire, et puis d'autres mal. Premier élément, partons d'anthropologie. J'ai dépouillé maintenant, mais je réserve le travail. Moi, je suis un vieux quantitativiste, vous le savez. Je pense que l'histoire sociale passe par ça. J'ai donc dépouillé maintenant les 700 mariages bâtonnés qui ont eu lieu parce que le mariage est un indice fondamental de l'anthropologie. Donc, les 700 mariages bâtonnés, c'est extrêmement intéressant à étudier au niveau des arrondissements. Et on se rend compte qu'il y a des écarts absolument énormes au niveau des mariages selon les arrondissements. Même en tenant compte de la population, on se rend compte que le 11e arrondissement est de très loin l'arrondissement qui fournit un élan vers les mariages. Et globalement, les quartiers populaires connaissent pendant la commune une montée absolument exceptionnelle des mariages. Alors que les quartiers bourgeois, mais il est vrai qu'il y a moins d'habitants présents, connaissent au contraire un très faible niveau de mariage. Donc on a là déjà un premier questionnement
Et en plus, à l'intérieur des différents arrondissements, même socialement voisins, on a des différences anthropologiques par rapport à un questionnement extrêmement sensible de ce qui est un élément clé de la vie quotidienne. Voilà, donc là, un premier type de problème. Deuxième type de problème, plus social. Si on revient à un élément qui pour moi est tout à fait essentiel, souvent trop peu étudié, qui est la question du salaire. Alors, quand on fait de l'histoire sociale, on sait que le salaire, c'est extrêmement décisif pour concevoir toute une série de choses. Il faut vivre. Et ce n'est pas seulement les allocations de la guerre nationale qui expliquent tout. Alors j'ai dépouillé toutes les archives de toutes les mairies pour repérer un certain nombre de salaires. Et je vais prendre un exemple parce qu'il est assez amusant. Comme on le sait trop peu, les comités d'arrondissement de l'Union des femmes, c'était une dizaine de femmes dans chacun des arrondissements, ces femmes étaient payées. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est tout à relire l'idée que l'Union des femmes est seulement une association et n'est qu'une vision bien trop partielle que l'on lit dans l'historiographie actuelle. L'Union des femmes était composée de personnes payées par les mairies et qui étaient donc des sortes de personnel. Et donc, presque un service, parfois, si l'on examine très attentivement le travail de ces comités de l'Union des femmes. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est un autre propos, dans notre sujet, c'est que quand on regarde les salaires, j'ai dépouillé l'état des soldes des comités, j'ai dépouillé les livres de caisse des mairies et des dépenses des différentes mairies, c'est très intéressant, on se rend compte de divergences considérables dans les salaires journaliers versés à ces femmes. Alors on pourrait le voir pour toutes les professions. L'écart va de 2 francs par jour dans certains arrondissements à 3,50 francs par jour dans d'autres. Donc, si on faisait le calcul, c'est comme si on donnait quasiment 600 € ou 1200 € par mois à ces femmes. Donc, ce sont des écarts considérables, alors que le travail, j'ai vérifié, est le même. Donc voilà, dans le 9e arrondissement, on donne 2 francs par jour. Dans le 7e arrondissement, on donne 3,50 francs par jour à ces femmes pour le même travail. Voilà qui nous interpelle sérieusement sur ce que peut être la Commune de Paris lorsque nous constatons des divergences de ce type aussi impressionnantes. Troisième exemple, pour aller maintenant aux politiques, on pourrait multiplier. Examinons un seul exemple. La fermeture des églises. Eh bien, si on examine la fermeture des églises, on constate des différences, y compris entre des arrondissements populaires. Dans le 18e arrondissement, par exemple, toutes les églises sont fermées au 20 avril. Alors Saint-Pierre-de-Montmartre l'avait été très tôt, Saint-Bernard est fermé le 11 avril, deviendra club, et Notre-Dame de Clignancourt est fermée le 18 avril. Il n'y a plus aucune église qui fonctionne, on ne peut plus aller à la messe dans le 18e arrondissement, à partir du 20 avril. On pourrait constater des choses très voisines, si on examine très attentivement les chronologies de chaque paroisse, de différences extrêmement sensibles d'un arrondissement. À l'inverse, par exemple, le 10e est assez proche du 18e, et le 3e également, ce qui constitue d'ailleurs très intéressant, une sorte de ligne nord-sud partant du centre de Paris, remontant du 3e vers le 10e jusqu'au 18e arrondissement, mais je n'aurai pas le temps d'analyser les causes de ce phénomène charnière. À l'opposé, par exemple, le 20e arrondissement, je note, et Belleville de façon un peu plus générale, je note que Élie Reclus dit le 23 mai, c'est dans ses notes au jour le jour, qui sont une source absolument passionnante, il dit le 23 mai, la guerre est déjà bien là, ce matin 10h, église nouvelle de Belleville, c'est au 139, juste à la limite du 19e et du 20e. Le vicaire enseignait tranquillement le catéchisme, je l'ai vu. Nous sommes le 23 mai à 10h du matin. Au cœur de la Révolution, Belleville. Les 3 églises du 20e fonctionnent le 23 mai. Notre-Dame de la Croix a été fermée un temps pour un club, mais on l'a rouvert le 6 mai.
Saint-Germain-de-Charonne, rien. Donc, d'énormes différences. D'énormes différences dans les chronologies, arrondissement par arrondissement, sur l'attitude politique. Parce que ça, c'est centralement politique, même s'il y a de l'anthropologie et des rapports avec les besoins des clubs, etc. Je n'ai pas le temps de le développer. D'énormes différences. Donc voilà, je pourrais multiplier, donner 200 exemples de ce type pour vous montrer que, arrondissement par arrondissement, thème par thème, point par point, on trouverait des différences extrêmement sensibles d'un arrondissement à l'autre sur des questions très diversifiées. J'en arrive à mon deuxième point, qui est essayer de revenir en contraire maintenant plutôt par le haut à ce type de questions, parce que toutes les réponses, même si elles sont extrêmement importantes, ne sont pas par le bas. Au fond, nous savons que la commune a été influencée partiellement, mais quand même de façon importante, ou nombreux de communards ont été influencés par Proudhon. Et on ne peut pas ne pas évoquer ici, on sait qu'il a une influence complexe, notamment sur celui qui est un des idéologues les plus importants de la commune. On sait son rôle dans beaucoup d'aspects, Pierre Denis, qui joue un rôle considérable dans ce qu'est l'idéologie de la commune. Bon, qu'est-ce que nous dit Proudhon ? Je vais quand même lire un passage, parce qu'il me semble que c'est ce qui éclaire un aspect de notre question. Donc c'est toujours intéressant de relire Proudhon, parce que c'est un auteur passionnant. Donc il écrit en 1863 du principe fédératif, qui est la clé de son système. Je vous lis des extraits. Ce qui fait l'essence et le caractère du contrat fédératif, et sur quoi j'appelle l'attention du lecteur, c'est que dans ce système, les contractants, chefs de famille, communes, cantons, provinces ou États, non seulement s'obligent les uns envers les autres, les sautés, ils se révèrent individuellement en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d'autorité, de propriété qu'ils n'en abandonnent. Ou, développe, les attributions fédérales, donc au-dessus, ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et prérogatives de l'homme et du citoyen. Donc, c'est la théorie fondamentale de Proudhon. L'individu prédomine quand il s'associe, parce qu'il faut bien s'associer, que ce soit au travail ou dans la cité, il ne doit jamais perdre de son pouvoir, il doit en perdre le moins possible. Il doit conserver plus de pouvoir comme individu qu'il n'en laissera à son association. Et cette association, par exemple la commune, si elle-même s'associe en commune fédérée, ce qui est le projet de la déclaration très célèbre au peuple français, elle doit céder à la nation le moins de pouvoir possible. C'est comme ça que se reconstruit, aux yeux des Proudhoniens, l'organisation territoriale, mais aussi du travail. Alors, s'ils appliquent ça au niveau des grandes villes, d'une grande ville comme Paris, où il y a certes la commune, l'hôtel de ville, mais où il y a aussi des divisions territoriales intermédiaires qui fonctionnent, qui sont les quartiers dans une certaine mesure, mais surtout au niveau qui m'intéresse, je ne parlerai pas des quartiers puisque ce n'est pas mon objet, les arrondissements. Si on applique ça, on devrait dire, je recense, les arrondissements doivent, en formant le pacte qui constituerait la commune de Paris, ne doivent garder plus de droits, de liberté, de prérogatives, d'autorité que la commune. Les arrondissements doivent conserver ce pouvoir, puisqu'ils sont plus petits. Tout ce qui est plus petit doit conserver plus de pouvoir que ce qui est au-dessus. Dans une conception proudhonienne, ces arrondissements, mais c'est un problème encore très actuel pour les Parisiens d'ailleurs, ces arrondissements doivent conserver, et au fond la commune elle-même ne pourrait être pensée que comme une fédération d'arrondissements.
ces arrondissements conservant l'essentiel du pouvoir pour décider de leur quartier. Donc qu'en est-il par rapport à ça, sachant qu'en même temps, même si la chose est discutable, la majorité de la commune, on dit mais tout ça c'était assez fragile, plutôt dominé par des jacobins, des centralistes. Alors c'est l'objet d'un débat limité mais peu étudié dans l'historiographie, mais réel. Alors c'est très complexe de lire ce débat parce qu'il recoupe des divisions politiques, par exemple, entre la minorité et la majorité à certains moments, donc il y a des éléments, mais il a quand même eu lieu, particulièrement un jour, le 30 mars, où on réfléchit sur cette question. Alors, l'idée dominante, c'est celle que Piaf va formuler dans Le Vengeur, qui répond à mon interrogation. Pas 20 communes, mais une commune. Voilà, là, on a affaire à quelque chose de clair. C'est repris d'ailleurs par le père Dussène, qui écrit, je le cite, « Une seule tête dirigeant tout Paris, au lieu d'un tas de sacrés Jean Foutre, ça c'est le style du père Dussène, si vous le connaissez, au lieu d'un tas de sacrés Jean Foutre, maire d'arrondissement. » Voilà. Donc là, on est clairement dans une ligne, vous voyez, où il s'agit de faire une commune et on doit suivre. Disons que cette vision donne clairement au petit État communard la direction politique. Le 30 mars, donc, c'est venu plus clairement, et on voit bien que la majorité est dans ce sens-là, parce que il y a une proposition lors de cette séance de quelques élus de faire une élection de municipalité d'arrondissement. De dire non, il faut que nous fassions donc maintenant, non seulement on vient d'élire la commune, mais il faut refaire 20 élections dans les arrondissements pour élire des municipalités de ces arrondissements. Alors, c'est refusé pour toute une série de raisons, y compris parce que c'est pas évident d'organiser des élections de nouveau, ça c'est clair et évident, mais aussi parce qu'il y a ce souci de ne pas créer des municipalités élues. Et le décret du 30 mars, donc, que vous connaissez, c'est de donner aux membres de la commune la direction administrative de leur arrondissement, quitte à se faire aider par une délégation municipale qui expédierait, je cite, les affaires. Voilà. Donc on est quand même sur cette tendance globale. Il y a un seul texte que j'ai vraiment trouvé sensiblement opposé à ça, c'est un texte de la section des Batignolles de l'Internationale du 6 mai, qui demande que chaque arrondissement dirige ses propres affaires, sans préciser très bien de quelles affaires il s'agit, à vrai dire. Alors la commune va donc bien contrôler, comme l'a dit tout à l'heure Michel, va impulser, et c'est un contrôle qui est très strict. Par exemple, on demande, je prends un exemple, que l'application des registres, on crée, d'après un décret de la commune, des registres pour les emplois dans chaque mairie. C'est un décret connu de la commune au niveau des demandes et des offres de travail. Et donc, on envoie une circulaire aux mairies, en disant à la commission du travail qu'elle y attache une très grande importance et qu'elle va tout vérifier parce qu'elle demande dans cette circulaire aux mairies, qui n'est pas dans le décret, que chaque mairie envoie chaque jour la copie quotidienne de ses registres. Oui, on va contrôler au jour le jour, la commission du travail les envoie les listes de demandes d'emploi, d'offres d'emploi qui sont déposées dans les mairies. Et là, c'est donc aussi par là toute la question des circulaires que la commune envoie aux mairies qui est posée. Alors donc j'ai repris ces circulaires et on se rend compte qu'elles sont très, très intéressantes parce qu'elles décalquent pas le décret, mais elles en donnent des éléments d'application. Et les mairies voient bien au journal officiel les décrets, mais on attend souvent la circulaire. Ces circulaires,
elle n'arrive pas tout de suite. Donc j'ai étudié très précisément le temps entre un décret et l'arrivée d'une circulaire des 150 ou 200 circulaires envoyées par le secrétariat de la commune ou les commissions concernées aux mairies pour leur demander d'appliquer de telle et telle façon. Et on voit bien que ces circulaires mettent du temps à arriver. Ils mettent du temps, ce qui laisse un créneau. Alors ce temps se resserre parce que l'organisation, si on fait une courbe du temps mis entre le délai d'une circulaire, entre le moment où un décret est pris et au moment où la circulaire arrive dans les mairies, on voit que ce temps, qui est d'une quinzaine de jours au début, ne cesse de se resserrer et qu'une d'efficacité fait qu'au fur et à mesure, les circulaires d'application envoyées aux mairies passent à 2-3 jours. Mais au moins, pendant tout un temps, les mairies sont là devant un décret sans trop savoir qu'est-ce qu'il faut faire et si elles veulent faire. Elles ont une certaine latence. Mais c'est très contrôlé. Un autre élément de contrôle, c'est qu'il ne faut pas oublier que les finances des mairies, que j'ai étudiées très précisément, les finances des mairies dépendent de la commune. Les mairies ont très peu de moyens propres. Elles vont essayer d'en avoir, mais elles en ont très peu. L'essentiel de ces financements, c'est la commune qui les donne. On a les comptes très précis de ce que la commune donne à chaque arrondissement. C'est très variable, mais c'est un autre problème qui n'est pas objectif. Et elle contrôle ces finances, elle contrôle les dépenses. Elle ne laisse pas tout faire aux mairies. Par exemple, il y a des mairies qui veulent se donner un peu d'argent. Alors elles commencent à vendre des biens. Alors là, on va vendre des trucs qu'on a récupérés, etc. Immédiatement, circulaire de la direction des douanes, du domaine, qui envoie un bon serment aux mairies. Je cite, « La commune de Paris est une, chaque municipalité ne peut s'arroger des droits qui sont réservés à la commune. Vous n'avez pas le droit de commencer à vendre quoi que ce soit sans l'accord de la commission des finances et de la direction des domaines. » Donc c'est très contrôlé. Voilà. Mais en même temps, il y a le principe de réalité. Comme je viens de le dire, l'hôtel de ville est éloigné de ces mairies d'arrondissement. La circulation des informations est différente. Les élus qui sont censés administrer les arrondissements sont plus ou moins sur le terrain. Il y a donc une certaine conscience qu'il faut faire avec. Alors je citais le père Duchesne, je vais le reciter de façon en montrant des exemples un peu... Oui, mais j'ai presque fini. Des exemples presque différents. Le père Duchesne, par exemple, parle de la police. Alors là, par contre, le voilà décentralisateur. Il dit la police municipale, il faut qu'elle soit faite dans chaque arrondissement et non par la sûreté. Donc là, il est à fond décentralisateur. Et voilà pourquoi personne ne sait aussi bien ce qu'il y a à faire pour une quantité de questions, l'hygiène, la police, que les hommes qui demeurent dans les quartiers, qui connaissent les citoyens du quartier, qui vivent de leur vie. Donc voilà. Là, par contre, la police municipale, il faut qu'elle devienne une police arrondissementière. On pourrait multiplier des exemples de ce type. Elles sont bien connues sur les écoles, aussi sur les politiques des écoles. Donc, attention, oui, il y a cette politique. En même temps, il y a constamment une politique de réalité qui fonctionne, on voit le débat sur quand ou non appliquer les principes de la laïcisation des écoles et comment le faire. Enfin, troisième point qui nuance ce point de vue central, c'est qu'il y a des pressions de la base des arrondissements elles-mêmes qui vont contredire le centralisme, y compris adapté, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, il y a des épisodes très très forts qu'on pourrait citer. Par exemple, lorsque Vaillant veut imposer un certain nombre de choses à la mairie du 12e arrondissement sur la façon de faire l'école, il reçoit une volée de bois vert, une correspondance très intense dans les archives là-dessus, de la part de Liaz, qui est le délégué communal, et qui refuse absolument les circulaires
de vaillant sur un certain nombre de points. Il dit, mais on se débrouille très bien. Tout a été très bien fait chez nous dans le 12e arrondissement pour la laïcisation, pour les écoles. On n'a pas besoin que vous veniez nous donner des consignes en plus. En gros, je schématise. Voilà, donc on a aussi ce niveau qui est très important pour concevoir ces 1 ou 20 communes. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point qui était, est-ce qu'il y a des typologies ? Alors je me contenterai de quelques arrondissements bourgeois, délibérément, entre guillemets. On l'a dit tout à l'heure, hein, les 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16 votent pas pour la commune, soit parce qu'ils votent, ils s'abstiennent massivement, soit parce qu'ils votent pour des républicains qui vont très vite démissionner et qui ne sont pas vraiment partisans de la commune. Donc voilà, moi je ne vais pas parler des typologies des arrondissements populaires qui sont très intéressantes, mais seulement de ceux-là. Et on voit tout de suite des structures qui apparaissent, qui à chaque fois sont contre-nuancées. Mais on voit bien que d'un côté, par exemple, le 7e et le 8e arrondissement, c'est complètement différent du 9e et du 16e. Et là, le facteur politique est très important. Pourquoi ? Parce que dans le 7e et le 8e arrondissement, c'est le faubourg Saint-Germain, c'est le faubourg Saint-Honoré, c'est les arrondissements les plus aristocratiques de Paris. Ils sont très dépeuplés. Hein, évidemment, même, il y a, disons, un parti qui n'a pas voulu résister à la commune. Il n'y a aucun candidat, ni dans le 7e, ni dans le 8e, aux élections du 26 mars. Conséquence de ça, il y a une énorme abstention, mais vous avez, et dans le 7e et dans le 8e arrondissement, des élus de la commune. 7e, Parisel, Urbain, Brunel, et puis Sicard qui sera élu le 16 avril. Et le 8e, c'est peut-être le sommet du quartier bourgeois de Paris à l'époque, Rigaud, Vaillant, Arnaud et Alix. Ils sont élus, parce qu'on ne respecte pas du tout la règle du 8e dans cette élection, et ils sont donc élus. On va avoir dans le 7e et dans le 8e arrondissement, dans ces faubourgs, des élus de la commune. Si vous allez dans le 9e et le 16e, qui sont des arrondissements également riches de Paris, oui, on va avoir une situation, je finis, complètement différente, puisque là, les républicains vont modérer, vont présenter les candidats, et ils vont être élus. Je ne sais pas, moi, dans le 16e, par exemple, Jules Marmottan, celui du musée, il est élu. Bon. Mais tous vont partir. Ils vont tous partir après l'élection. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? La commune va nommer des délégations municipales, qui ne sont pas les élus, qui vont gérer ces arrondissements. Et donc, déjà, par l'initiative même d'une situation politique différente, on va avoir deux situations entièrement différentes qui vont jouer sur les pratiques. Dans le 7e et le 8e, on va voir des phénomènes d'appropriation par les communards de ces quartiers. Ils vont venir, ils vont s'approprier les promenades, les hôtels abandonnés. Dans le 9e et dans le 16e, ce sera très différent. Mais je n'ai pas le temps donc de l'évoquer. Pour conclure, ce travail qui est plutôt en cours, en réflexion, mais quand même un peu avancé, on a finalement bien 20 communes et une commune. Alors, on a bien une sorte d'unification de Paris, à la fois, je dirais, par la communauté imaginaire que créent certains mots, peuple de Paris, et même le mot-clé commune. Là, je n'insiste pas, qu'on le retrouve partout. En même temps, on a cette politique de la commune que j'ai évoquée, qui est centrale, qui vient de la commune et qui va s'appliquer plus ou moins. Enfin, on a effectivement ces phénomènes que je n'ai pas eu le temps de beaucoup développer, de réappropriation de l'espace dans des circulations urbaines. Mais en même temps qu'on a ce phénomène,
on a bien une réactivation de processus de différenciation à tout point de vue, que j'ai essayé de montrer, sociaux, politiques, et je ne l'ai fait que esquisser, mais ils sont absolument essentiels, anthropologiques. Donc la conclusion, c'est cette tension. Après la Commune, pour rester sur le terrain politique, les Républicains ont bien compris les choses et ont donc supprimé toute élection au niveau des arrondissements pour ne faire qu'un maire nommé et des élections au niveau des 80 quartiers, donc pour transformer profondément les possibilités démocratiques que la Commune avait esquissées dans ces arrondissements.